Dans environ un an, Hydro-Québec prévoit stopper sa centrale nucléaire Gentilly 2 en face de Trois-Rivières. On va dépenser au moins 2 milliards de dollars pour démanteler le réacteur et remplacer toute sa tuyauterie. Des travaux de 2 ans, si tout va bien. Dans le reportage qui suit, nous expliquons pourquoi il faut reconstruire ce réacteur et pourquoi tous les réacteurs semblables, de type Candu, doivent être reconstruits après 30 ans. C'est qu'en vieillissant, ils deviennent de plus en plus dangereux. « 1983, une grande année nucléaire pour le Canada, avec la mise en service de Gentilly 2 au Québec, de Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick et de 4 autres réacteurs Candu à travers le monde. Mais c'est aussi l'année du premier accident majeur dans nos centrales nucléaires, à la centrale de Pickering, en Ontario. Elle fonctionnait depuis 12 ans. La plus importante fuite d'eau radioactive à survenir dans un réacteur Candu est en cours à Pickering, près de jusqu'à Toronto. maintenant, c'est qu'un Heureusement, corps l'eau lourde étranger ait qui touché coule la à un paroi débit de 16 interne de... Supposons que les 2 réacteurs reprennent leur production à la mi-octobre, ce qui semble être un minimum. Un tuyau sous pression, rempli d'eau brûlante et de combustible nucléaire, éclate sur une longueur de 2 mètres dans le cœur d'un réacteur de Pickering. Comme à 3 Mile Island, le bâtiment se remplit de vapeur et de matière radioactive, mais on parvient à les contenir dans la centrale. Ce qui devait être le joyau de la technologie nucléaire mondiale se révèle brusquement très vulnérable. À l'époque, Hydro-Ontario a dû reconstruire ses 4 réacteurs de Pickering et on a resserré l'entretien préventif des autres centrales. Mais aujourd'hui, le vieillissement des réacteurs Candu augmente tellement le risque d'accidents semblables qu'on doit tous les reconstruire à travers le monde. Si on continuait à opérer, il y a un phénomène qui se produit dans le tube de force qui fait qu'à la longue, il devient plus fragile et plus, je dirais, plus apte à se fissurer. Un réacteur nucléaire, c'est une grosse bouilloire qui chauffe de l'eau pour faire de la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui produit l'électricité. Dans le monde, la majorité des réacteurs nucléaires sont donc de grosses marmites sous pression, d'énormes prestos, avec des parois d'acier de 30 cm. On les remplit d'eau et on chauffe le tout en y plongeant des grappes d'uranium enrichies. Un problème. Impossible de changer le combustible sans d'abord ouvrir le presto. Et pour ça, il faut le refroidir. On perd des semaines de production. Dans nos réacteurs Candu, pas de presto. On peut donc changer le combustible sans stopper le réacteur. Les grappes d'uranium et l'eau qu'elles vont chauffer sont à l'intérieur de centaines de tuyaux sous pression qui traversent la cuve du réacteur de part en part. Une plomberie très complexe. Alors, on a ici là, tous les composants du réacteur. Vous pouvez voir ici le tube de calandre. Alors, vous voyez son épaisseur. C'est pas un tube qui est pressurisé. À l'intérieur duquel va venir s'insérer notre tube de force. On peut voir aussi l'épaisseur. Puis pour éviter qu'il y ait contact avec le tube de calandre, on a un ressort-espaceur. Et les deux sont insérés l'un dans l'autre. Et à l'intérieur de ce tube de force-là, il y a une grappe de combustible qui va s'insérer dedans. Ce combustible, c'est de l'uranium naturel, dans lequel il y a toujours quelques atomes qui fissionnent, qui se brisent spontanément. Chaque fission libère 2 ou 3 neutrons qui traversent les tuyaux et qui rebondissent sur les molécules d'eau dans la citerne du réacteur. Ça les ralentit jusqu'à la vitesse idéale pour déclencher la fission d'un autre atome d'uranium dans un tube voisin. Cela crée une réaction en chaîne qui laisse dans le combustible 2 choses. Les fragments d'atomes d'uranium, les fameux produits de fission si radioactifs, et surtout la chaleur, des milliers de degrés.
Pour évacuer cette chaleur qui pourrait faire fondre le combustible, chaque tube de force est branché à des tuyaux externes qui dirigent l'eau brûlante vers les turbines. Au total, 7 km de tuyauterie dans chaque réacteur Candu. Tous ces tuyaux sont dangereux et doivent être changés. En effet, quand des milliards de neutrons traversent les parois des tubes de force, ils endommagent même le métal. Il devient fragile. Ces tubes de force-là ont été soumis à un rayonnement nucléaire très intense et on s'est aperçu, après quelques années d'opération, que le rayonnement intense déforme ces tubes de force-là. En 25 ans, un tube de force allonge d'à peu près 10 cm. Et surtout, son diamètre augmente de 5 mm. Ça permet à l'eau de contourner les grappes d'uranium au lieu de les refroidir. Quand il grossit, bien, il y a un petit peu plus d'eau qui circule autour. Alors, si on veut assurer toujours le refroidissement sécuritaire de ce combustible-là, on se donne une limitation sur la puissance. Sans cette réduction de puissance, le combustible pourrait fondre, ce qui libérerait les dangereux produits de fission. Autre problème, quand le tube de force grossit, il risque de toucher au tuyau extérieur, le tube de calandre, qui est beaucoup plus froid. La différence de température ferait alors éclater le tube de force. C'est ce qui avait causé l'accident de Pickering en 1983. Et les conséquences peuvent être dramatiques, car les Candus ont le même défaut fondamental qui a provoqué la catastrophe de Tchernobyl. Au lieu de stopper quand on cesse de les refroidir, ils accélèrent. Ceci va avoir tendance à faire en sorte que le réacteur s'emballe. C'est justement pourquoi on a multiplié les systèmes d'arrêt d'urgence dans les Candus. Chaque bris d'un tube de force peut dégénérer en catastrophe majeure. D'ailleurs, on a le même risque de catastrophe en cas de rupture d'un tuyau d'alimentation à l'extérieur du réacteur. Ici, c'est la rouille qui fait des ravages. L'eau qui circule dans les tuyaux va avoir tendance à oxyder l'intérieur des tuyaux, peut causer des fractures ou des micro-fractures dans le matériel qui compose les tuyaux. Et avec comme résultat final, c'est qu'à un moment donné, il faut remplacer l'ensemble des tuyaux d'alimentation du réacteur. Dans les courbes, ces tuyaux s'amincissent 10 fois plus vite qu'on ne l'avait prévu. Certains ont perdu le tiers de leur épaisseur. Ils pourraient éclater sous la pression. Ce n'est pas théorique. La centrale de Pointe-le-Pro a connu 2 accidents à cause de fissures dans ses tuyaux d'alimentation. On a dû réduire sa puissance de 40 % pendant des mois. Il y a eu une fuite en 1997, puis une deuxième en 2001. Nous avons donc mis en place un programme de détection. Depuis lors, toutes les fissures ont été détectées avant qu'il y ait fuite lors des inspections. En 2008, Pointe-le-Pro remplace son 15e tuyau dangereux. On préfère alors fermer la centrale pour la rénover. Ces faiblesses obligent les producteurs d'électricité à stopper leurs réacteurs Candu de plus en plus souvent. Exactement. La fréquence des inspections augmente avec le vieillissement de la centrale. Le respect de la sécurité coûte alors des centaines de millions de dollars, surtout si on doit aussi réduire la puissance du réacteur. À Gentilly 2, on a déjà changé 4 tuyaux. Vient un moment où il vaut mieux tout remplacer. Est-ce qu'on pourrait continuer à utiliser Gentilly 2 encore plusieurs années sans faire de réfection? Non, parce que, comme je t'ai dit,
les tubes de force sont prévus pour 30 ans. Fait que si on veut rester à l'intérieur de notre conception, si on veut conserver notre marge de sécurité, bien, après 30 ans, on ne peut pas opérer. On n'a donc plus le choix. Il faut maintenant remplacer tous ces tuyaux dans des réacteurs encore chauds et extrêmement radioactifs. Leur réfection s'annonce difficile. Au retour, la remise à neuf d'un conduit,